Le ciel parisien s'étendait ce matin-là dans des nuances de gris perle, typiques de cette fin d'octobre où l'automne s'installait avec une mélancolie presque palpable. Au 16e arrondissement, la tour Montparnasse perçait les nuages bas comme une lame d'acier et de verre. À son 23e étage, les bureaux de Delvaux Financial Technologies commençaient à s'animer dans le bruissement feutré des ascenseurs et le cliquetis discret des talons sur le marbre italien. Mathieu Delvaux franchit les portes tournantes à 7 heures précises, comme chaque jour depuis 26 ans. Son costume anthracite, Tom Ford, tombait impeccablement sur ses épaules carrées. À 52 ans, il possédait cette prestance glaciale des hommes qui ont transformé leur vie en forteresse. Ses cheveux poivre et sel, coupés courts, encadraient un visage aux traits durs, marqué par des années de décisions impitoyables et de nuits trop courtes. Ses yeux bleus acier ne s'attardaient jamais longtemps sur les visages qu'il croisait dans les couloirs. Les employés s'écartaient imperceptiblement sur son passage, non par respect, mais par une forme de crainte respectueuse. « Bonjour, monsieur Delvaux », murmura l'hôtesse d'accueil en baissant les yeux. Il hocha brièvement la tête sans ralentir le pas. Son bureau occupait tout l'angle sud-ouest du bâtiment. 3 murs de verre offraient une vue vertigineuse sur Paris. La Seine, serpentant entre les immeubles haussmanniens, la silhouette lointaine de la tour Eiffel, les toits de zinc brillants sous la bruine matinale. Mathieu n'y jetait jamais un regard. Il s'installait derrière son bureau en palissandre massif, allumait ses 3 écrans simultanément et plongeait dans les flux de données financières avec la concentration d'un chirurgien. Ce qui différenciait ce lundi d'octobre de tous les autres lundis, c'était l'absence de Véronique Chartier, son assistante de direction depuis 12 ans, qui avait démissionné par email 3 jours plus tôt. Un email de 4 lignes, froid et définitif. Monsieur Delvaux, pour des raisons personnelles impérieuses, je me vois dans l'obligation de vous présenter ma démission immédiate. Je vous remercie pour ces années de collaboration. Cordialement, V. Chartier. Aucune explication, aucun préavis respecté. Mathieu avait tenté de la joindre par téléphone, mais elle ne répondait plus. Il avait considéré brièvement de faire valoir ses droits contractuels, puis y avait renoncé. À quoi bon? Les gens partaient. C'était une constante. Sa femme était partie 8 ans plus tôt, emportant avec elle leur fille Chloé, alors âgée de 15 ans. Les employés partaient, les associés partaient, seuls les chiffres restaient, immuables dans leur logique binaire. Le département des ressources humaines avait organisé une sélection express durant le week-end. 23 candidats avaient été présélectionnés, 7 convoqués en entretien. À 10h30, Mathieu devait rencontrer les 3 finalistes. Il détestait ces rituels. Évaluer des êtres humains sur la base de 30 minutes d'échange artificiel lui semblait aussi absurde que prévoir la météo en observant les nuages par la fenêtre. Mais il n'avait pas le choix. L'entreprise gérait 4 milliards d'euros d'actifs. Il avait besoin d'une assistante opérationnelle immédiatement. La première candidate entra à 10h30 précise. Tailleur Chanel, sourire professionnel, vocabulaire formaté. Elle avait travaillé pour 3 PDG du CAC 40. Elle connaissait toutes les bonnes réponses. Mathieu la remercia au bout de 20 minutes. La deuxième arriva avec 15 minutes de retard, essoufflée, s'excusant d'un problème de métro. Trop nerveuse. Trop fragile pour l'environnement impitoyable de DFT. La troisième ne vint jamais. Monsieur Delvaux, la voix de Claudine Moreau, directrice des ressources humaines, grésilla dans l'interphone. La candidate suivante vient d'annuler, mais nous avons reçu ce matin une candidature spontanée. Le profil est atypique, mais les références sont excellentes. Voulez-vous la recevoir? Elle est déjà sur place. Mathieu consulta sa montre. 11h40. Il avait une conférence téléphonique avec Tokyo à 12h30. Faites-la entrer, 15 minutes maximum. La porte s'ouvrit quelques instants plus tard. Amélie Bernon entra avec une discrétion presque fantomatique. Elle portait un tailleur bleu marine, visiblement acheté dans une chaîne de prêt-à-porter bon marché, légèrement déformé au coude. Ses chaussures plates, bien que parfaitement cirées,
montrait des signes d'usure au niveau des talons. Elle tenait contre elle un sac en cuir synthétique noir, serré comme un bouclier. Ses cheveux châtains, tirés en un chignon strict, révélaient un visage fin, aux traits délicats, presque translucides. Elle avait 34 ans selon son CV, mais quelque chose dans son regard fatigué lui en donnait 10 de plus. « Bonjour, monsieur Delvaux », dit-elle d'une voix posée, sans chercher à remplir le silence par des politesses inutiles. Mathieu lui désigna le siège en face de lui. Elle s'assit avec une raideur qui trahissait une nervosité soigneusement contenue. Il parcourut rapidement le CV posé devant lui. Formation commerciale à Reims, plusieurs postes d'assistanat dans des PME, un trou de 2 ans récemment. Rien d'exceptionnel. Rien de catastrophique non plus. Pourquoi avoir quitté votre dernier emploi? Un battement de cils. Une hésitation imperceptible. Raison personnelle, monsieur. Soyez plus précise. Le regard d'Amélie se durcit légèrement. Mathieu reconnut cette expression, celle de quelqu'un habitué à être poussé dans ses retranchements, habitué à se défendre. Une séparation difficile. J'ai dû réorganiser ma vie. J'ai besoin d'un emploi stable. Je suis compétente, fiable et disponible. Mathieu apprécia la franchise brutale, pas de pathos, pas de justifications interminables. Le poste exige une disponibilité totale. Horaires étendus, déplacements possibles, pression constante. Je comprends. Le salaire proposé est de 3 800 € net. C'est en dessous du marché pour ce type de fonction. J'accepte. Pas de négociation. Pas de demande de conditions particulières. Mathieu fronça légèrement les sourcils. Cette docilité était suspecte ou désespérée. Vous avez des questions? Quand puis-je commencer? Mathieu referma le dossier. Cette femme avait quelque chose de différent, quelque chose de distant et de concentré à la fois. Elle ne cherchait pas à plaire, elle cherchait à survivre. Paradoxalement, cette honnêteté involontaire le convainquit. Demain matin, 7 heures, Claudine vous fera signer les contrats cet après-midi. Pour la première fois, un fantôme de sourire traversa le visage d'Amélie. Un sourire si fugace qu'il disparut avant même d'avoir vraiment existé. « Merci, monsieur Delvaux. » Elle se leva, tendit une main ferme. Mathieu la serra brièvement. La paume d'Amélie était froide, légèrement rugueuse. Des mains qui travaillaient, des mains qui n'avaient pas connu de manucure depuis longtemps. Amélie Bernon sortit de l'immeuble de la tour Montparnasse avec un sentiment d'irréalité absolue. Elle avait un travail, un vrai travail, un salaire, une chance. Elle s'éloigna rapidement du bâtiment, traversa le boulevard sans vraiment regarder et s'engouffra dans la bouche de métro la plus proche. Ce n'est qu'une fois assise dans la rame bondée de la ligne 6, entre un homme qui sentait le tabac froid et une étudiante absorbée par son téléphone, qu'elle se permit de respirer vraiment. Ses mains tremblaient légèrement. Elle les serra l'une contre l'autre sur ses genoux. Elle ne devait pas craquer. Pas maintenant. Pas encore. Elle sortit discrètement de son sac un téléphone portable aux bords écornés et ouvrit sa galerie de photos. Le visage de Léa s'afficha immédiatement. 7 ans, des yeux noisettes pétillants, des cheveux blonds bouclés retenus par un bandeau rose. Sur cette photo, prise 6 mois plus tôt lors d'un goûter d'anniversaire, Léa souriait de toutes ses dents, tenant un ballon en forme de licorne. Amélie caressa l'écran du bout des doigts, comme si elle pouvait toucher réellement sa fille à travers le verre. 6 mois. 183 jours exactement depuis qu'elle avait perdu la garde. Depuis que le juge aux affaires familiales, une femme sèche aux lunettes carrées, avait prononcé cette phrase qui l'avait anéantie, compte tenu de l'instabilité du logement et des ressources de Madame Bernon, la garde complète est accordée au père, Monsieur Vincent Marchand. Un droit de visite supervisé sera organisé un dimanche sur 2. Vincent, son ex-mari, l'homme qu'elle avait aimé à 19 ans, épousé à 22, fuit à 33. 10 ans de manipulation insidieuse, de contrôle financier, d'isolement progressif. Pas de violence physique flagrante, non. Vincent était bien trop intelligent pour cela. Des humiliations quotidiennes, des critiques constantes, des interdictions déguisées en conseils bienveillants. « Tu es fatiguée, ma chérie, reste à la maison. »
Tu n'as pas besoin de travailler, je gagne assez pour nous deux. Tes amis sont de mauvaises influences. Ta famille ne te comprend pas comme moi. » Quand elle avait finalement trouvé la force de partir, il y a 8 mois, elle n'avait rien. Pas d'économie personnelle, pas de réseau professionnel, pas de logement à son nom. Vincent avait tout anticipé. Il s'était présenté au tribunal comme le parent stable, propriétaire d'un appartement, cadre commercial avec des revenus réguliers, entourage familial solide. Amélie n'était rien face à cela. Une femme sans emploi, hébergée temporairement chez une ancienne collègue, puis dans un foyer d'urgence, puis nulle part. La rame s'arrêta à Bir Hakeim. Amélie descendit machinalement, remonta vers la surface. La pluie avait cessé, laissant les trottoirs luisants et noirs. Elle marcha vers la Seine, s'arrêta sur le pont. Le fleuve coulait en dessous, épais et gris. Des bateaux-mouches glissaient silencieusement, transportant des touristes emmitouflés dans des parkas colorés. Amélie s'accouda au parapet, laissa le vent froid mordre ses joues. Avec ce salaire, elle pourrait louer une chambre, peut-être même un studio. Elle pourrait se présenter de nouveau devant le juge dans quelques mois, prouver qu'elle avait retrouvé une stabilité. Elle pourrait récupérer Léa, pas tout de suite, mais un jour. Cette pensée était la seule chose qui la maintenait debout. Elle consulta sa montre. 14h30. Elle devait retourner chez Delvaux Financial Technologies pour signer les papiers. Ensuite, elle devait trouver où dormir ce soir. Le foyer d'urgence où elle avait séjourné le mois dernier ne l'acceptait plus après 3 semaines consécutives. Les règles étaient strictes, rotation obligatoire pour permettre à d'autres personnes d'en bénéficier. Elle avait passé les 4 dernières nuits dans une laverie automatique ouverte 24 heures sur 24, sommeillant sur une chaise en plastique entre 2 cycles de lavage. Mais elle ne pouvait pas continuer ainsi. Elle était épuisée. Son corps commençait à lâcher. Une idée germa lentement dans son esprit. Une idée terrible et dangereuse. Les bureaux de DFT occupaient tout un étage. Il y avait forcément des endroits discrets, des salles de réunion peu utilisées, des espaces de rangement, si elle restait après le départ de tout le monde, si elle était discrète, si elle ne laissait aucune trace. Non, c'était de la folie. Si on la découvrait, elle perdrait immédiatement son emploi. Et avec lui, toute chance de récupérer Léa. Mais où d'autre pourrait-elle aller? Amélie ferma les yeux, sentit les larmes monter. Elle les ravala avec une violence qui lui fit mal à la gorge. Elle ne pleurerait pas. Pas ici. Pas maintenant. Elle avait appris à compartimenter sa douleur, à la ranger dans des tiroirs mentaux qu'elle n'ouvrait que la nuit, quand personne ne pouvait la voir s'effondrer. Elle se redressa, rajusta son sac sur son épaule et repartit en direction de Montparnasse. Le lendemain matin, à 6h55, Amélie se tenait devant les portes vitrées de DFT. Elle portait le même tailleur que la veille, fraîchement lavé dans un lavabo de gare et séché tant bien que mal sur un radiateur de café. Elle avait dormi 3 heures sur un banc de la gare Montparnasse, recroquevillée sous son manteau, réveillée toutes les demi-heures par le froid ou par les patrouilles de sécurité. Mais elle s'était maquillée soigneusement dans les toilettes publiques, avait dissimulé les cernes sous du correcteur bon marché et s'était composé un visage neutre et professionnel. Lorsque les portes s'ouvrirent à 7 heures précises, elle entra comme si elle avait toujours appartenu à cet univers de marbre et d'acier. Claudine Moreau l'accueillit avec une efficacité administrative. Visite rapide des locaux, remise du badge magnétique, présentation sommaire des collègues déjà présents. Une trentaine de personnes travaillaient à cet étage. Analystes financiers, développeurs, contrôleurs de gestion, responsables commerciaux. La plupart à peine levèrent les yeux à son passage. Ici, chacun était absorbé par ses écrans, ses tableurs, ses algorithmes. Le bureau d'Amélie jouxtait celui de Mathieu, séparé par une cloison vitrée et une porte communicante. Un espace fonctionnel. Bureau en L, 2 écrans, téléphone fixe, armoire de rangement, aucune décoration, aucune plante. Rien qui suggère qu'un être humain occupe cet espace plus de 8 heures par jour.
Monsieur Delvaux arrive toujours à 7 heures précises, expliqua Claudine. Votre rôle est de filtrer ses appels, gérer son agenda, préparer ses déplacements et assurer l'interface avec les autres départements. Il déteste les imprévus et les pertes de temps. Soyez efficace et discrète. Il n'a besoin de rien d'autre. Amélie hocha la tête. Efficace et discrète. C'était exactement ce qu'elle savait faire. Se rendre invisible, ne pas déranger, exister juste assez pour être utile. Mathieu arriva à 7h02. Il traversa l'open space sans un regard, entra directement dans son bureau. Quelques secondes plus tard, l'interphone grésilla. « Amélie, mon bureau ». Elle se leva, lissa son tailleur et poussa la porte communicante. Mathieu était déjà installé derrière ses écrans, mains croisées sur le bureau. « Bonjour, monsieur Delvaux. Votre ordinateur est configuré. Les codes d'accès sont dans le tiroir de droite. Vous avez accès à mon agenda complet. Je veux être prévenu de toute modification au moins 24 heures à l'avance, sauf urgence absolue. Les urgences absolues se comptent sur les doigts d'une main par an. Compris? Compris. J'ai une réunion avec le comité de direction à 9 heures. Préparez les dossiers. Ils sont dans le drive partagé, dossier octobre, sous-dossier CODIR. Imprimez 3 exemplaires, reliure spirale. Café noir, sans sucre, à 8h50. Très bien. Autre chose. Je ne fais pas de small talk. Je n'ai pas besoin qu'on me demande comment je vais. Je n'ai pas besoin de sourire. J'ai besoin d'efficacité. Si vous faites votre travail correctement, nous nous entendrons parfaitement. Amélie soutint son regard quelques secondes. Dans les yeux bleus acier de Mathieu, elle ne lut aucune méchanceté. Juste une forme de lassitude immense, une fatigue existentielle qu'elle connaissait intimement. « Parfait, monsieur Delvaux. » Elle ressortit, referma la porte et se mit au travail. Les jours suivants s'enchaînèrent dans une routine méticuleuse. Amélie arrivait chaque matin à 6h45, repartait à 22h, bien après le départ de tous les employés. Mathieu le remarqua dès la première semaine. Un soir, alors qu'il quittait exceptionnellement le bureau à 19h30 pour un dîner avec des investisseurs japonais, il croisa Amélie dans le couloir. Elle tenait une tasse de café froid et un dossier sous le bras. « Vous êtes encore là », constata-t-il sans vraiment poser de questions. « J'achève la préparation du rapport trimestriel. Ce sera prêt demain matin. » Mathieu fronça légèrement les sourcils. Le rapport n'était attendu que dans 3 jours. « Vous n'êtes pas obligé de rester aussi tard. Je préfère avancer. » Il hocha la tête et continua son chemin. Mais quelque chose le dérangea. Une intuition floue. Cette femme travaillait avec une intensité qui dépassait le simple zèle professionnel, comme si elle fuyait quelque chose en s'enfermant dans ses bureaux. Amélie attendit que l'ascenseur se referme sur Mathieu avant de laisser échapper un long soupir. 22h moins le quart. Le vigile de nuit faisait sa ronde à 23h précises, puis repartait à son poste au rez-de-chaussée. Elle avait observé son emploi du temps toute la semaine. Entre 23h15 et 6h du matin, personne ne montait au 23e étage. Elle retourna à son bureau, rassembla méthodiquement ses affaires. Dans son sac, elle avait glissé une brosse à dents, un tube de dentifrice, une serviette de toilette roulée, des lingettes nettoyantes. À 23h20, elle se glissa dans la salle de pause. Un espace rectangulaire avec des distributeurs automatiques, un évier, un micro-ondes et surtout un canapé 3 places légèrement défoncé où les employés faisaient parfois la sieste pendant la pause déjeuner. Elle vérifia une dernière fois que les couloirs étaient déserts, ferma la porte de la salle de pause sans la verrouiller et s'allongea sur le canapé, son manteau étalé sur elle comme une couverture. Le néon du distributeur de boissons diffusait une lumière bleutée et artificielle. On entendait le ronronnement lointain de la climatisation, le bourdonnement des ordinateurs en veille dans l'open space. Amélie fixa le plafond blanc, les bras le long du corps, immobile. Elle ne devait laisser aucune trace, aucun indice. Demain matin, à 6h30, elle se lèverait, replierait son manteau, se laverait dans les toilettes et recommencerait sa journée comme si rien ne s'était passé.
Elle sortit son téléphone, regarda une dernière fois la photo de Léa. Sa petite fille lui manquait avec une violence physique, une douleur qui lui tordait le ventre et lui coupait le souffle. Elle avait rendez-vous avec elle dimanche prochain, dans un point de rencontre supervisé du 14e arrondissement. 2 heures, 120 minutes pour rattraper des mois d'absence, pour essayer de faire croire à sa fille que tout allait bien, qu'elle reviendrait bientôt, que c'était juste temporaire. « Je te récupérerai, ma chérie », murmura-t-elle dans le silence. « Je te le promets. » Puis elle ferma les yeux et sombra dans un sommeil agité, hantée par des rêves fragmentés où elle courait dans des couloirs sans fin, cherchant désespérément une porte qui ne s'ouvrait jamais. 3 semaines s'écoulèrent dans une discipline presque militaire. Amélie avait perfectionné son système clandestin avec une précision d'horloger. Chaque soir, elle attendait 23h15 pour s'installer dans la salle de pause, après avoir méticuleusement effacé toute trace de sa présence prolongée. Elle avait repéré un placard de rangement où elle cachait un oreiller bon marché acheté dans un Monoprix, une couverture polaire pliée dans un sac plastique opaque et quelques vêtements de rechange. Chaque matin, à 6h30 précises, elle se réveillait, rangeait tout, se lavait dans les toilettes du personnel avec l'efficacité d'une personne habituée à vivre dans l'urgence et se maquillait soigneusement pour masquer l'épuisement qui s'accumulait jour après jour sur son visage. Mathieu Delvaux observait cette assiduité avec un mélange de perplexité et d'admiration involontaire. Amélie accomplissait son travail avec une rigueur irréprochable. Jamais une erreur dans les rapports, jamais un rendez-vous manqué, jamais une hésitation. Elle anticipait ses besoins avant même qu'il les formule. Elle gérait les crises avec un calme qui contrastait étrangement avec son apparence fragile. Lorsque le système informatique tomba en panne, un mardi après-midi, bloquant l'accès aux données stratégiques d'une présentation cruciale prévue le lendemain devant le conseil d'administration, Amélie resta jusqu'à 3 heures du matin pour reconstituer manuellement tous les tableaux à partir de sauvegardes partielles. Mathieu la découvrit à 7 heures, encore à son poste, les yeux rougis mais le travail terminé. « Vous n'avez pas dormi », constata-t-il en posant son attaché-case. « Le dossier est complet, tout est vérifié. » Mathieu s'approcha, parcourut rapidement les documents imprimés. « Parfait, absolument parfait. Merci, rentrez chez vous maintenant, reposez-vous. » Amélie hocha la tête, rassembla ses affaires et partit. Mais Mathieu remarqua quelque chose qu'il n'avait jamais vraiment observé auparavant. Elle ne se dirigea pas vers les ascenseurs. Elle prit les escaliers. Pourquoi? Le 23e étage. 23 étages à descendre à pied après une nuit blanche? Ça n'avait aucun sens. Une graine de doute s'installa dans son esprit. Une intuition dérangeante qu'il ne parvenait pas à formuler clairement. Le jeudi suivant, Mathieu devait assister à un gala de charité au musée d'Orsay, organisé par la Fondation pour l'enfance. Un événement mondain qu'il détestait viscéralement, mais auquel sa présence était contractuellement obligatoire en tant que sponsor principal. Il quitta le bureau à 18h30, inhabituellement tôt. En traversant l'open space, désormais presque vide, il aperçut Amélie à son bureau, concentrée sur son écran. Rien d'anormal. Sauf que, il s'arrêta dans le couloir, saisi par une impulsion qu'il ne comprenait pas lui-même. Il fit demi-tour, revint vers le bureau d'Amélie. Elle leva les yeux, surprise. « Monsieur Delvaux, vous avez oublié quelque chose ?»« Non, Il hésita. Que dire? Pourquoi restez-vous si tard tous les soirs? Où habitez-vous? Avez-vous quelqu'un qui vous attend? Ces questions étaient inappropriées, intrusives. « Bonne soirée, Amélie. » Elle le regarda partir avec une expression indéchiffrable. Mathieu se sentit ridicule. Depuis quand s'inquiétait-il de la vie privée de ses employés? Depuis quand ressentait-il cette curiosité presque paternelle envers cette femme qu'il connaissait à peine? Il chassa ses pensées et se rendit au gala. Le musée d'Orsay scintillait de 1000 feux ce soir-là. Lustres de cristal, robes de soirée, serveurs en livrée circulant avec des plateaux de champagne et de petits fours. Mathieu détestait ce décorum.
Il serra machinalement les mains qu'on lui tendait, esquissa des sourires polis, écouta d'une oreille distraite les discours convenus sur l'importance de protéger l'enfance. Hypocrisie généralisée. Combien de ces philanthropes en smoking dépensaient réellement de l'argent pour les enfants en détresse et combien utilisaient simplement ces événements pour leur réseau et leur image publique? Mathieu! Une voix familière le tira de ses pensées. Il se retourna et vit s'approcher Chloé, sa fille. 23 ans, cheveux courts, teint en blond platine, robe noire ajustée, regard distant et légèrement provocateur. Elle travaillait comme photographe freelance et vivait dans le Marais avec une colocataire artiste. Ils ne s'étaient pas vus depuis 4 mois. Leur relation depuis le divorce oscillait entre politesse glaciale et silence lourd de reproches. « Chloé, je ne savais pas que tu serais là. Maman m'a invité. Elle est au conseil d'administration de la fondation, tu te souviens? » Bien sûr. Isabelle, son ex-femme, s'était reconvertie dans le philanthropisme après leur séparation. Une manière comme une autre de donner un sens à sa vie, supposa-t-il. « Comment vas-tu » demanda-t-il maladroitement. « Bien, je travaille sur une exposition. Portrait de femme SDF. Ça s'appellera « Invisible ». Le mot frappa Mathieu comme un coup au ventre. Invisible. Combien de femmes croisait-il chaque jour sans vraiment les voir? Combien de détresse ignorait-il derrière les façades bien entretenues? C'est un beau projet, dit-il sincèrement. Chloé le regarda avec surprise. Son père complimentait rarement son travail. Il n'y comprenait rien selon ses propres mots. L'art, pour Mathieu, n'était qu'une question de marché et de valeur spéculative. « Tu veux voir quelques clichés ?» Elle sortit son téléphone, fit défiler une série de portraits en noir et blanc. Des visages de femmes de tous âges, photographiés avec une intimité bouleversante. Certaines jeunes, d'autres âgées. Toutes marquées par une même expression, une dignité farouche, mêlée à une fatigue infinie. Mathieu observa chaque photo avec une attention inhabituelle. « Elles ont accepté de témoigner ?»« Oui. J'ai passé 6 mois à gagner leur confiance. Certaines dorment dans des foyers, d'autres dans leur voiture, d'autres dans des squats. Quelques-unes ont des enfants qu'elles ont perdus ou dont elles sont séparées. C'est... » Chloé chercha ses mots. « C'est déchirant, papa. Ces femmes sont intelligentes, éduquées pour certaines. Elles ont juste eu une série de malchances, un divorce difficile, une maladie, une perte d'emploi. Et soudain, elles basculent. La société les efface. » Mathieu sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Amélie. Cette pensée surgit avec une évidence brutale. Amélie qui restait jusqu'à 22 heures tous les soirs. Amélie qui semblait n'avoir personne. Amélie qui acceptait un salaire en dessous du marché sans négocier. Amélie dont les vêtements étaient toujours les mêmes, soigneusement entretenus mais usés. Amélie qui... Non, c'était impossible. Elle avait un emploi. Elle était là tous les matins à l'heure, impeccable, fonctionnelle. Elle ne pouvait pas être. « Papa, ça va ?» Mathieu cligna des yeux, revint au présent. Chloé le regardait avec inquiétude. « Oui, excuse-moi. J'ai beaucoup de travail en ce moment. » Comme toujours. Le ton de Chloé était redevenu froid. « Bon, je vais retrouver maman. À bientôt peut-être. » Elle s'éloigna avant qu'il puisse répondre. Mathieu resta immobile au milieu de la foule élégante, soudain saisi par une urgence inexplicable. Il devait savoir. Il devait vérifier. Il quitta le gala sans prévenir personne, et là un taxi et donna l'adresse de la tour Montparnasse. 22h30. Mathieu franchit les portes du building, salua le vigile de nuit d'un signe de tête. L'homme le reconnut immédiatement et ne posa aucune question. Les patrons avaient tous les droits, y compris celui de revenir au bureau à des heures incongrues. Mathieu monta au 23e étage. Les couloirs étaient plongés dans la pénombre, éclairés seulement par les veilleuses de sécurité. Le silence était presque oppressant, uniquement troublé par le bourdonnement sourd de la climatisation. Il se dirigea vers son bureau, alluma son ordinateur, puis pris d'une impulsion qu'il aurait été incapable de justifier rationnellement, il ouvrit le logiciel de surveillance.
Delvaux Financial Technologies disposait d'un système de caméras dans tous les espaces communs, couloirs, salles de pause, open space, pour des raisons de sécurité. Mathieu n'y avait jamais prêté attention. C'était le service de sécurité qui gérait cela. Il remonta l'historique au lundi précédent, 23 heures. Caméra 7, salle de pause. L'écran afficha une image granuleuse en noir et blanc. La pièce était vide. Mathieu accéléra la lecture. 23h15, la porte s'ouvrit. Une silhouette mince entra. Amélie. Mathieu se figea. Il regarda, incrédule, Amélie traverser la salle, ouvrir le placard de rangement, en sortir. Un oreiller, une couverture. Elle les disposa méthodiquement sur le canapé, s'allongea, remonta la couverture jusqu'au menton. Puis elle resta immobile, les yeux ouverts, fixant le plafond. Mathieu sentit sa respiration se bloquer. Il passa au mardi. Même scénario. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chaque nuit. Toujours la même routine. Amélie dormait dans les bureaux, depuis le premier jour. Il remonta encore plus loin, jusqu'au premier soir. Son premier jour de travail. 23h20. Amélie entrait dans la salle de pause pour la première fois, regardait autour d'elle avec une prudence d'animal traqué, testait le canapé, vérifiait la porte. Puis elle s'asseyait et pleurait. Silencieusement, le visage enfoui dans ses mains, les épaules secouées de sanglots muets. Au bout de 10 minutes, elle se reprenait, s'essuyait les yeux avec sa manche et s'allongeait. Mathieu passa d'un enregistrement à l'autre, remontant les jours et les nuits. Il la vit se laver dans les toilettes du personnel à 6h30 chaque matin, se brosser les dents au-dessus du lavabo, se changer rapidement en vérifiant que personne n'arrivait. Il la vit manger des repas frugaux, des sandwichs bon marché, des fruits achetés au rabais dans les supermarchés discount. Il la vit, certains soirs, sortir son téléphone et pleurer en regardant une photo qu'il ne pouvait pas distinguer sur l'écran pixelisé. Cette femme était sans domicile. Elle vivait dans son entreprise depuis 3 semaines et il n'avait rien vu. Mathieu se leva brusquement, renversa sa chaise. Il se passa les mains sur le visage, essayant de contrôler le tourbillon d'émotions qui montait en lui. Choc, honte, colère contre lui-même. Comment avait-il pu être aussi aveugle? Les signes étaient là, les mêmes vêtements, la fatigue permanente, l'acceptation immédiate du salaire, le refus de toute invitation. Cette femme se battait pour survivre sous son nez, et il ne l'avait pas vue. Il consulta sa montre. 23h45. Elle devait être déjà là dans la salle de pause. Que devait-il faire? La confronter, lui offrir de l'aide, la renvoyer pour violation du règlement intérieur? Non! Impossible. Il ne pouvait pas la renvoyer, mais il ne pouvait pas non plus prétendre ne rien savoir. Mathieu resta immobile dans son bureau pendant près d'1 heure, réfléchissant. Puis, lentement, une décision se forma dans son esprit. Il allait enquêter, discrètement, comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi une femme manifestement intelligente et capable en était arrivée là? Et ensuite, il verrait. Le lendemain matin, Mathieu arriva au bureau avec 1 heure d'avance. 6 heures. Amélie n'était pas encore à son poste. Il attendit. À 6h28, il entendit des bruits dans les toilettes, eau qui coulait. Puis, à 6h43 précisément, Amélie sortit, impeccable dans son tailleur bleu marine, cheveux attachés, maquillage discret. Elle sursauta légèrement en le voyant. « Monsieur Delvaux, vous êtes là tôt. Réunion avec Tokyo à 7h. » Mensonge. « Café ? Oui, merci. » Ils se rendirent ensemble à la machine à café de l'open space. Mathieu observa Amélie à la dérobée. Elle avait les traits tirés malgré le maquillage, des cernes profonds que même le correcteur ne parvenait pas à masquer complètement. Ses mains tremblaient très légèrement lorsqu'elle prit la tasse. « Amélie, commença-t-il prudemment, vous habitez loin ?» Elle se raidit imperceptiblement. « Pas trop. Pourquoi ? Simple curiosité. Vous restez très tard le soir. Les transports sont compliqués à ces heures-là. Je me débrouille. » Le ton était ferme.
presque défensif. Mathieu comprit qu'elle ne lui dirait rien, pas directement. Il fallait qu'il procède autrement. Ce soir-là, Mathieu demanda à son chauffeur personnel, Gérard, un homme de confiance qui travaillait pour lui depuis 15 ans, de suivre discrètement Amélie lorsqu'elle quitterait les bureaux. Gérard accepta sans poser de questions. À 22h15, il rappela Mathieu sur son portable. « Monsieur Delvaux, elle n'est pas partie, elle est dans l'immeuble. J'ai attendu plus d'1 heure. Elle ne sort pas. » Mathieu ferma les yeux. Confirmation. « Merci Gérard. Vous pouvez rentrer. » Il raccrocha et prit une décision. Il allait engager un détective privé. Pas pour espionner Amélie de manière sordide, mais pour comprendre sa situation réelle, pour savoir comment l'aider sans l'humilier. Le détective, un ancien policier reconverti nommé Bernard Lestrade, lui remit son rapport 10 jours plus tard. Un dossier complet qui révélait toute l'histoire d'Amélie Bernon. Mathieu le lut dans son bureau, porte fermée. Amélie Bernon, née le 14 mars 1991 à Reims. Père décédé d'un cancer quand elle avait 12 ans. Mère remariée à un homme qui ne l'acceptait pas vraiment. Partie de chez elle à 18 ans pour faire des études de commerce à Paris. Rencontre avec Vincent Marchand à 19 ans. Mariage à 22. Naissance de Léa Marchand le 7 juin 2018. Progressivement, abandon de toute vie professionnelle sous la pression de Vincent. Isolement social. Dépendance financière totale. Puis en février de l'année précédente, première tentative de départ. Vincent l'avait convaincu de revenir, promettant de changer. 6 mois plus tard, nouvelle tentative. Cette fois, définitive. Mais Vincent avait tout anticipé. Dossier béton devant le juge aux affaires familiales. Amélie présentée comme instable, sans ressources, incapable d'assurer l'éducation de sa fille. Garde complète accordée au père. Droit de visite supervisé 1 dimanche sur 2. Le rapport contenait des photocopies de documents officiels, l'ordonnance du juge, les comptes rendus des visites supervisées, les rapports de l'assistante sociale chargée du suivi. Tout y était. Et surtout, une information qui glaça Mathieu. Vincent Marchand s'était remarié 3 mois après le jugement, avec une femme de 27 ans, professeure des écoles. Léa avait maintenant une nouvelle maman. Amélie était en train d'être effacée de la vie de sa propre fille. Mathieu referma le dossier, se leva, fit les 100 pas dans son bureau. La rage montait en lui, rage contre Vincent Marchand, cet homme qu'il ne connaissait pas mais qu'il détestait déjà avec une violence irrationnelle. Rage contre un système judiciaire qui avait pu prendre une décision aussi injuste. Rage contre lui-même aussi, contre tous ces patrons aveugles qui payaient des salaires de misère et ne voyaient jamais la détresse de leurs employés. Il devait faire quelque chose. Mais quoi? S'il approchait directement Amélie, elle fuirait. Elle était fière, farouchement indépendante malgré sa situation. Elle refuserait toute charité. La solution vint d'une manière inattendue. 2 jours plus tard, un vendredi après-midi, Amélie commit sa première erreur. Mathieu la vit vaciller légèrement en se levant de son bureau. Elle se rattrapa au bord de la table, respira profondément. Mathieu sortit immédiatement de son bureau. « Amélie, ce n'est rien, juste un vertige. Vous avez mangé aujourd'hui ?» Elle évita son regard. « Oui. Quoi? Pardon? Qu'avez-vous mangé aujourd'hui ?» Un silence. Amélie serra les lèvres. « Monsieur Delvaux, avec tout le respect que je vous dois, ma vie privée ne vous regarde pas. Elle me regarde lorsque vous vous évanouissez dans mon bureau. Je ne me suis pas évanoui. Pas encore. Asseyez-vous. » Le ton était sans réplique. Amélie obéit, s'assit lentement. Mathieu alla chercher un verre d'eau, le lui tendit, puis tira une chaise et s'assit face à elle. « Amélie, je sais. » Elle leva les yeux vers lui, soudain alarmée. « Vous savez quoi? Que vous dormez ici, dans la salle de pause, depuis le premier jour. » Le visage d'Amélie se vida de toutes ses couleurs. Elle se leva brutalement, recula de plusieurs pas. « Je peux tout expliquer. Je ne vole rien, je ne dérange personne. Je fais mon travail correctement. »
S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. J'ai besoin de ce travail. J'ai besoin. » Sa voix se brisa. « J'ai une fille. Je dois récupérer ma fille. S'il vous plaît. » Mathieu leva les mains dans un geste d'apaisement. « Je ne vais pas vous renvoyer. Asseyez-vous, s'il vous plaît. » Amélie hésita, puis se rassit lentement, les mains crispées sur ses genoux. Des larmes silencieuses commençaient à couler sur ses joues. Elle ne les essuya pas. Elle fixait le sol, le corps tendu comme une corde prête à rompre. « Depuis combien de temps êtes-vous sans logement ?» demanda doucement Mathieu. « 4 mois. Et votre fille ?»« Je l'ai perdue il y a 6 mois. Mon ex-mari. » Elle s'interrompit, inspira profondément. Il a obtenu la garde complète. Le juge a estimé que je n'étais pas en mesure de m'occuper d'elle, parce que je n'avais pas de logement stable, pas de revenu fixe. Alors, j'ai cherché un travail, n'importe quoi, pour prouver que je pouvais assurer. Mais personne ne voulait m'embaucher avec un trou de 2 ans dans mon CV. Puis je suis tombé sur votre annonce, et vous m'avez donné ma chance. Mathieu écoutait, la gorge serrée. Il voyait maintenant toute la mécanique implacable qui avait broyé cette femme, un engrenage social dont elle ne pouvait s'extraire seule. Pourquoi n'avoir rien dit? Amélie leva enfin les yeux vers lui. Son regard était dur, presque accusateur. Qu'aurais-je dû dire? « Bonjour, je suis SDF, voulez-vous m'embaucher quand même ?» Personne n'embauche les gens comme moi, monsieur Delvaux. Nous sommes invisibles, nous dérangeons. Nous rappelons à tout le monde que la chute peut être brutale et rapide. Alors on se cache, on fait semblant d'être normal et on espère tenir assez longtemps pour remonter la pente. Ces mots frappèrent Mathieu comme des gifles. Elle avait raison, entièrement raison. Combien de fois avait-il détourné le regard d'une femme dormant dans le métro? Combien de fois avait-il considéré la pauvreté comme un problème lointain, abstrait, qui ne le concernait pas? « Je veux vous aider, » dit-il simplement. « Je ne veux pas de votre pitié. Ce n'est pas de la pitié, c'est de la justice. Vous méritez mieux que ça. » Amélie eut un rire amer. « Le mérite n'a rien à voir là-dedans. Le monde ne fonctionne pas comme ça. Peut-être. Mais moi, je peux vous aider. J'ai les moyens. Laissez-moi faire. » « Pourquoi? Pourquoi feriez-vous ça? Vous ne me connaissez même pas. » Mathieu resta silencieux un long moment. Pourquoi, en effet? Il ne se reconnaissait pas dans cet élan. Lui qui avait passé des années à se blinder, à se protéger de toute empathie, à réduire les relations humaines à des transactions rationnelles. Qu'est-ce qui le poussait maintenant vers cette femme brisée? « Parce que j'ai une fille de votre âge, » dit-il finalement, « et que j'ai échoué avec elle. J'ai été un père absent, égoïste, incapable de voir sa souffrance. Elle ne me parle presque plus. Et je comprends pourquoi. Mais peut-être que si je peux aider quelqu'un d'autre à ne pas perdre son enfant, ça donnera un sens à mon échec. » Amélie le regarda longuement. Dans ses yeux, Mathieu vit quelque chose céder, une défense qui s'effondrait. Elle baissa la tête, et cette fois, elle pleura vraiment. Des sanglots profonds, incontrôlable, qui la secouait tout entière. Toute la tension accumulée pendant des mois explosait enfin. Mathieu ne savait pas quoi faire. Il n'avait jamais su gérer les émotions. Maladroitement, il posa une main sur l'épaule d'Amélie. Elle ne se déroba pas. Au bout de longues minutes, elle se calma progressivement, s'essuya le visage avec sa manche. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Non, ne soyez pas désolée. Jamais. » Ce soir-là, Mathieu emmena Amélie dîner dans un petit bistrot du quartier latin. Un endroit simple, chaleureux, loin des restaurants étoilés où il avait ses habitudes. Ils s'assirent dans un coin tranquille. Amélie commanda un potage et une quiche lorraine. Elle mangeait lentement, comme si chaque bouchée était précieuse. Mathieu comprit qu'elle n'avait probablement pas fait un vrai repas chaud depuis des semaines. « Parlez-moi de Léa » demanda-t-il. Le visage d'Amélie s'illumina immédiatement. Elle a 7 ans, elle adore dessiner, les licornes surtout, et les châteaux. Elle veut devenir princesse ou vétérinaire, elle hésite encore. Un sourire triste. Elle me ressemble beaucoup, les mêmes yeux, le même caractère têtu. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois?
Dimanche dernier, au point de rencontre du 14e, 2 heures, une assistante sociale était présente pour superviser. Léa m'a demandé pourquoi je ne venais pas la chercher à l'école comme avant. Pourquoi elle devait vivre avec papa et sa nouvelle femme. Sa voix se brisa. Comment expliquer à une enfant de 7 ans que sa mère se bat de toutes ses forces pour revenir, mais que ce n'est pas suffisant? Mathieu sentit une rage froide monter en lui. Votre ex-mari, il s'occupe bien d'elle? Vincent n'est pas violent avec Léa. Il n'a jamais été violent physiquement avec moi non plus. C'est plus subtil, plus insidieux. Il contrôle, il manipule, il isole. Mais il aime Léa à sa manière. Ou plutôt, il aime l'idée de la posséder, de gagner. Vous voulez récupérer la garde? Partagez, au moins. Mais pour ça, je dois prouver que j'ai un logement stable, un revenu régulier, un environnement sain. Le prochain passage devant le juge est dans 3 mois. Si d'ici là, je ne peux pas démontrer que ma situation s'est améliorée. Elle laissa la phrase en suspens. Elle s'améliorera, dit Mathieu avec une détermination qui le surprit lui-même. Je vous le promets. Le lundi suivant, Mathieu convoqua discrètement Claudine Moreau, la DRH. J'ai besoin que vous trouviez un logement pour Amélie Bernon. Un studio décent, quartier correct. L'entreprise prendra en charge la caution et les 3 premiers mois de loyer. Ensuite, nous augmenterons son salaire pour qu'elle puisse assumer seule. Présentez ça comme un avantage en nature lié à ses excellentes performances. Soyez discrète. Claudine le regarda avec stupéfaction. Monsieur Delvaux, c'est très inhabituel. Je sais, faites-le quand même. En quelques jours, un studio fut trouvé dans le 15e arrondissement. 32 mètres carrés, propre, lumineux, proche d'une ligne de métro. Lorsque Claudine présenta l'offre à Amélie, celle-ci resta muette de saisissement. Elle regarda Mathieu qui se tenait en retrait, essayant de paraître détaché. Leurs regards se croisèrent. Elle hocha imperceptiblement la tête. Un remerciement silencieux qu'il comprit parfaitement. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. 2 semaines après qu'Amélie eut emménagé dans son nouveau logement, elle reçut un appel de son avocat. Vincent Marchand avait eu vent de son changement de situation. Il avait engagé un détective privé qui avait découvert l'arrangement avec DFT. Vincent préparait un dossier pour démontrer qu'Amélie entretenait une relation inappropriée avec son employeur, utilisant son charme pour obtenir des faveurs, ce qui remettait en question sa moralité et donc sa capacité à éduquer Léa. Quand Amélie apprit cela, elle s'effondra. Elle vint voir Mathieu, le visage défait. « Il va détruire tout ce que nous avons construit. Il va utiliser votre aide contre moi, me faire passer pour une femme qui se vend, devant le juge, devant ma fille. » Mathieu serra les poings. Vincent Marchand. Cet homme était un monstre légal, manipulateur, qui savait exactement comment retourner chaque situation à son avantage. « Il ne gagnera pas, » dit Mathieu d'une voix blanche. « Comment pouvez-vous en être sûr? » « Parce que je vais témoigner. Devant le juge, je vais expliquer exactement pourquoi je vous ai aidé et je vais engager les meilleurs avocats de Paris pour vous défendre. » Vincent Marchand ne sait pas à qui il s'attaque. Amélie secoua la tête désespérée. « Vous ne comprenez pas. Ça va vous éclabousser. Votre réputation, votre entreprise. Vincent va tout salir, tout détruire. » Qu'il essaie. Le ton était glacial. Mathieu Delvaux n'avait pas bâti un empire de 4 milliards d'euros en reculant devant les adversaires. Pour la première fois depuis des années, il sentait une énergie combative le traverser. Mais cette fois, ce n'était pas pour de l'argent, c'était pour quelque chose de beaucoup plus important. L'audience fut fixée au 18 décembre, 2 semaines avant Noël. Le tribunal de grande instance de Paris, salle 204. Amélie arrivait accompagnée de son avocate, maître Sophie Renard, une femme de 50 ans à la réputation redoutable en droit de la famille. Mathieu avait insisté pour payer ses honoraires. Il était présent lui aussi, en costume sombre, assis au fond de la salle. Vincent Marchand entra peu après. La quarantaine, costume bien coupé, sourire affable, il ressemblait à un commercial sympathique. À côté de lui, son avocate,
Maître Durand, une femme aux allures sévères qui tenait un dossier épais. La juge, Madame Lefebvre, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux gris coupés courts, ouvrit la séance. Les arguments furent présentés. Maître Durand déroula méthodiquement son dossier. Amélie Bernon, instable, ayant vécu dans la rue, entretenant des relations douteuses avec son employeur pour obtenir des avantages matériels. Elle produisit des photos d'Amélie et Mathieu sortant ensemble du bistrot prises par le détective de Vincent. Elle insinua, sans jamais l'affirmer directement, qu'il y avait là quelque chose de malsain. Maître Renard répliqua avec une précision chirurgicale. Elle établit le contexte. Une femme fuyant un mariage toxique, dépouillée de tout par un homme manipulateur, luttant pour reconstruire sa vie et récupérer son enfant. Elle présenta les documents prouvant les revenus réguliers d'Amélie, son logement stable, ses visites irréprochables avec Léa. Puis vint le moment décisif. Mathieu fut appelé à témoigner. Il s'avança, prêta serment, s'assit face à la juge. Maître Durand le regarda avec un sourire carnassier. « Monsieur Delvaux, pourriez-vous nous expliquer la nature exacte de votre relation avec Madame Bernon ?» Mathieu soutint son regard sans ciller. « Madame Bernon est mon assistante de direction. Elle accomplit son travail avec une compétence et une rigueur exemplaires. Et c'est pour cette raison que vous lui avez offert un logement ? Je ne lui ai rien offert. L'entreprise a mis en place un dispositif d'aide au logement pour certains employés en difficulté. Madame Bernon en a bénéficié. Un dispositif qui n'existait pas avant son arrivée, n'est-ce pas ? En effet, c'est en découvrant sa situation que j'ai pris conscience de l'importance de telles mesures. L'entreprise en a depuis fait bénéficier 3 autres employés. Mensonge. Mais un mensonge que Mathieu avait préparé en mettant effectivement en place ce dispositif la semaine précédente. Maître Durand changea d'angle d'attaque. N'est-il pas vrai que vous éprouvez des sentiments particuliers pour Madame Bernon ? Un silence tomba dans la salle. Mathieu sentit tous les regards peser sur lui. Il pensa à Amélie, assise quelques mètres plus loin, le visage blême. Il pensa à Léa, cet enfant de 7 ans qu'il n'avait jamais rencontré, mais dont il connaissait chaque détail par les récits de sa mère. Il pensa à Chloé, sa propre fille, qu'il avait perdue par négligence et égoïsme. « J'éprouve du respect, dit-il lentement, de l'admiration pour son courage, de la compassion pour son combat. Mais mes sentiments personnels n'ont aucune importance ici. Ce qui importe, c'est qu'une enfant ne devrait pas être séparée de sa mère parce que cette mère a eu le malheur de tomber dans la précarité. » Il se tourna alors directement vers la juge. « Madame la juge, je suis père d'une fille de 23 ans. J'ai échoué avec elle. J'ai été absent, distant, incapable de voir ses besoins. Aujourd'hui, nous n'avons presque plus de relation. Je vis avec ce regret chaque jour. » Sa voix se brisa légèrement. Madame Bernon n'a commis aucune faute envers son enfant. Elle s'est battue avec une dignité que je n'ai jamais eue. Elle mérite de récupérer sa fille, et cet enfant mérite de retrouver sa mère. Le silence qui suivit fut total. Même Maître Durand sembla désarçonné. Vincent Marchand, lui, affichait un sourire crispé. La juge prit des notes, puis leva les yeux. « Merci, monsieur Delvaux, vous pouvez vous retirer. » Mathieu se leva, regagna sa place. En passant devant Amélie, il vit qu'elle pleurait silencieusement. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde. Dans ses yeux, il lut une gratitude infinie mêlée à quelque chose d'autre. Quelque chose qu'il n'osait pas nommer. La délibération prit 3 semaines. 3 semaines pendant lesquelles Amélie vécut dans une angoisse permanente. Mathieu la soutenait comme il pouvait, par des mots maladroits, par sa présence constante. Ils avaient développé une relation étrange, faite de silences complices et de conversations profondes sur la vie, l'échec, la rédemption. Le verdict tomba le 9 janvier. Garde partagée. 1 semaine chez la mère, 1 semaine chez le père. La juge avait estimé que Madame Bernon avait suffisamment démontré sa capacité à offrir un environnement stable à son enfant. Elle avait également noté que M. Marchand, bien que parent responsable, avait adopté une attitude procédurière excessive qui ne servait pas l'intérêt supérieur de l'enfant.
Lorsqu'Amélie apprit la nouvelle, elle s'effondra dans les bras de Mathieu, pleurant de soulagement et de joie. Ils étaient dans le couloir du tribunal, entourés d'avocats et de justiciables indifférents. Pour la première fois, Mathieu Delvaux serra quelqu'un dans ses bras avec une émotion sincère. Il sentit les larmes d'Amélie mouiller sa chemise, ses épaules trembler contre lui. Et il réalisa avec stupeur qu'il pleurait lui aussi. « Merci », murmura-t-elle contre son épaule. « Merci ». Il ne répondit pas. Les mots étaient inutiles. Le premier week-end où Léa vint dormir chez Amélie fut le plus beau jour de sa vie. Mathieu n'était pas là. Il avait volontairement pris ses distances pour laisser la mère et la fille retrouver leur intimité. Mais Amélie lui envoya une photo. Léa endormie dans le petit lit qu'Amélie avait acheté avec ses économies, serrant contre elle une licorne en peluche. Le message disait simplement « Merci d'avoir cru en moi ». Mathieu regarda longuement cette photo. Une enfant inconnue, dormant paisiblement dans un studio qu'il avait contribué à obtenir. Quelque chose se dénoua dans sa poitrine, quelque chose qui était resté verrouillé pendant des années. Il prit son téléphone et composa un numéro qu'il n'avait pas appelé depuis des mois. « Chloé, c'est papa, est-ce qu'on pourrait déjeuner ensemble demain? J'aimerais te parler. » Un silence. Puis la voix de sa fille, prudente, mais pas hostile. « D'accord. Demain. 13h au café de Flore? Parfait, à demain. » Il raccrocha, le cœur battant. Il ne savait pas ce qu'il allait dire. Il ne savait pas si Chloé accepterait de lui donner une nouvelle chance. Mais pour la première fois depuis des années, Mathieu Delvaux sentait qu'il était capable de devenir quelqu'un de meilleur. Tout avait commencé par une femme invisible dormant sur un canapé de salle de pause. Et cela avait changé sa vie. Les semaines qui suivirent le jugement furent marquées par une étrange douceur, presque irréelle. Amélie retrouvait progressivement sa fille, reconstituant patiemment les fragments d'une relation que Vincent avait tenté de briser. Chaque mercredi soir, Léa arrivait avec son petit sac à dos rose orné de licorne, ses yeux noisettes pétillants d'excitation. Elle redécouvrait l'appartement de sa mère comme un territoire magique, explorant chaque recoin du studio de 32 mètres carrés avec l'émerveillement d'une exploratrice découvrant un nouveau monde. Amélie préparait des crêpes au Nutella, lisait des histoires jusqu'à ce que Léa s'endorme contre elle, le pouce dans la bouche, exactement comme elle le faisait avant. Ces moments étaient d'une intensité douloureuse, chargés de tout le temps perdu, de tous les câlins volés par l'absence. Au bureau, la dynamique entre Mathieu et Amélie avait subtilement changé. Il maintenait une stricte distance professionnelle devant les autres employés, mais dans les moments privés, une réunion à deux dans le bureau fermé, un trajet partagé vers un rendez-vous client, une complicité s'était installée, pas une relation amoureuse, non. Quelque chose de plus complexe, de plus profond. Une reconnaissance mutuelle entre deux âmes abîmées, qui s'étaient retrouvés au bord du précipice et s'étaient tendu la main. Mathieu découvrait en Amélie une intelligence vive, un humour discret qu'elle avait caché sous des années de survie. Amélie voyait en Mathieu non plus le patron distant et glacial, mais un homme rongé par ses propres échecs, cherchant maladroitement une forme de rédemption. Le déjeuner avec Chloé avait été difficile, mais révélateur. Ils s'étaient retrouvés au café de Flore comme convenu, un dimanche de janvier où Paris brillait sous un soleil pâle d'hiver. Mathieu avait choisi ses mots avec soin, pour une fois dans sa vie. Il avait parlé d'Amélie, de Léa, de ce qu'il avait compris en les voyant se battre. Il avait reconnu ses torts envers Chloé sans chercher d'excuses, sans minimiser. « Je n'ai pas su être un père », avait-il dit simplement, les mains serrées autour de sa tasse de café. J'étais trop occupé à construire un empire pour voir que ma propre fille était en train de grandir sans moi. Je ne peux pas réparer le passé. Mais si tu me le permets, j'aimerais essayer d'être présent maintenant. Chloé l'avait écouté en silence, le visage fermé. Puis, au bout d'un long moment, elle avait hoché la tête. « Je ne te pardonne pas tout d'un coup, papa. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais je veux bien qu'on essaie. » Doucement. C'était peu,
Mais c'était infiniment plus que ce que Mathieu avait espéré. Ils avaient commencé à se voir une fois par semaine, prenant des cafés, parlant de tout et de rien, reconstruisant patiemment un pont sur l'abîme qui les séparait. Février arriva dans une brume glacée. Paris se couvrait de givre certains matins, transformant les toits de zinc en paysages féeriques. DFT traversait une période d'expansion intense. Un contrat majeur avec un fonds de pension allemand venait d'être signé, nécessitant l'ouverture d'un bureau à Francfort. Mathieu passait de longues journées en visioconférence, négociant les détails techniques avec une précision maniaque. Amélie gérait tout avec son efficacité habituelle, anticipant ses besoins, organisant les déplacements, assurant la coordination entre Paris et l'Allemagne. Mais sous cette apparence de normalité, quelque chose se préparait. Quelque chose que ni Mathieu ni Amélie n'avaient anticipé. C'était un jeudi soir, fin février, 21h30. La plupart des employés étaient partis. Amélie finalisait un dossier urgent pour le lendemain matin. Mathieu travaillait dans son bureau, concentré sur les projections financières du trimestre à venir. Le téléphone d'Amélie vibra. Un numéro inconnu. Elle décrocha machinalement. « Allô ? Amélie Bernon ?» Une voix masculine, officielle, légèrement tendue. « Oui, c'est moi. Commissariat du 15e arrondissement. Inspecteur Moreau. Nous avons votre fille Léa ici. » Le monde d'Amélie bascula. Son cœur s'arrêta littéralement de battre pendant une seconde interminable. Quoi ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle va bien ? Elle va bien physiquement, mais elle est très bouleversée. Son père, Monsieur Vincent Marchand, vient d'être interpellé. Accident de la route. État d'ébriété. La nouvelle épouse était avec lui, également blessée. Ils ont été transportés à l'hôpital Necker. Léa était dans la voiture. Elle n'a rien, juste quelques contusions mineures, mais elle est en état de choc. Nous avons besoin que vous veniez la chercher immédiatement. Amélie ne pouvait plus respirer. Les mots résonnaient dans sa tête sans faire sens. Vincent, accident, ébriété. Léa dans la voiture, Léa en état de choc. J'arrive, tout de suite, j'arrive. Elle raccrocha, se leva si brusquement que sa chaise bascula en arrière. Mathieu, alerté par le bruit, sortit de son bureau. Amélie, qu'est-ce qui se passe ? Elle ne parvenait pas à parler. Les mots se bloquaient dans sa gorge. Elle tremblait de tout son corps, cherchant frénétiquement ses clés, son manteau, son sac. Amélie, regardez-moi. Mathieu posa ses mains sur ses épaules, l'obligeant à s'immobiliser. Respirez. Qu'est-ce qui s'est passé ? Léa, Vincent. Accident, commissariat. Les mots sortaient hachés, incohérents. Mathieu comprit immédiatement la gravité de la situation. Il passa en mode action, cette capacité qu'il avait développée pendant des années à gérer les crises. Où est-elle ? Commissariat du 15e. On y va, maintenant, laissez vos affaires, on s'en occupera plus tard. Il attrapa son manteau, prit Amélie par le bras et l'entraîna vers les ascenseurs. Dans la voiture, Mathieu conduisait lui-même, pour une fois, sans passer par son chauffeur. Amélie tremblait sans pouvoir s'arrêter. Elle serrait ses mains l'une contre l'autre jusqu'à ce que les jointures deviennent blanches. « Elle va bien », répétait Mathieu. « Ils ont dit qu'elle allait bien physiquement. Concentrez-vous sur ça. » Vincent conduisait ivre, avec ma fille dans la voiture. Il aurait pu la tuer. La rage remplaçait progressivement la peur dans sa voix. Une rage froide, terrible, que Mathieu reconnut car il l'avait lui-même ressentie à l'audience. Il répondra de ses actes, mais pour l'instant, Léa a besoin de vous. Ils arrivèrent au commissariat 23 minutes plus tard. Un bâtiment gris et austère, éclairé par des néons blafards. Amélie se précipita à l'accueil, donna son nom. On les fit attendre dans une petite salle avec des chaises en plastique et des affiches de prévention routière. Mathieu resta debout à côté d'Amélie, silencieux, présent. Au bout de 10 minutes qui leur parurent une éternité, une porte s'ouvrit. Une femme en uniforme apparut, tenant par la main une petite fille blonde aux yeux rougis. Léa portait encore son manteau rose pâle, légèrement déchiré au niveau du coude. Ses cheveux étaient en désordre, son visage était strié de larmes séchées. « Léa !»
Amélie se précipita, tomba à genoux devant sa fille, la serra dans ses bras avec une intensité désespérée. Léa éclata en sanglots, s'accrochant à sa mère comme si elle allait disparaître. « Maman, j'ai eu peur. Il y avait du sang. » Papa criait. « Chut, mon cœur, chut, maman est là, je suis là, tu ne risques plus rien. » Mathieu observait la scène, la gorge nouée. Cet enfant qu'il ne connaissait que par les photos et les récits, il la voyait enfin. Petite, fragile, terrorisée. Il détourna le regard, donnant à Amélie et Léa un moment d'intimité. L'inspecteur Moreau s'approcha de lui. « Vous êtes ?» « Mathieu Delvaux, employeur de Madame Bernon. »« Je vois. » L'inspecteur consulta ses notes. « Monsieur Marchand et sa femme sont à l'hôpital. Blessure non vitale mais sérieuse. Taux d'alcoolémie de 1,8 g. Excès de vitesse. Refus de priorité. L'autre conducteur est également hospitalisé. Il y aura des poursuites. » Mathieu hocha la tête. Vincent Marchand venait de détruire sa propre vie en une soirée, et peut-être, involontairement, de rendre Léa à sa mère de manière définitive. Madame Bernon peut ramener sa fille? Oui, nous aurons besoin d'un témoignage de l'enfant dans les prochains jours, mais elle peut rentrer ce soir. Amélie se releva, portant Léa dans ses bras, bien que l'enfant soit presque trop grande pour cela. Léa avait enfoui son visage dans le cou de sa mère, respirant son odeur familière, se raccrochant à cette présence comme à une bouée de sauvetage. Dans la voiture du retour, Léa s'endormit sur les genoux d'Amélie, épuisée émotionnellement. Mathieu conduisait lentement, évitant les trous dans la chaussée pour ne pas la réveiller. Amélie caressait doucement les cheveux de sa fille, les yeux perdus dans le vague. « Il a failli la tuer », murmura-t-elle. « Par négligence, par arrogance. Exactement comme il a failli me détruire. Il ne l'a pas tuée, elle est là, avec vous. Et si j'avais perdu le procès, si vous ne m'aviez pas aidé, Léa serait morte ce soir, et je n'aurais même pas été là pour. » Sa voix se brisa. « Ne pensez pas à ça, c'est inutile et douloureux. » Comment ne pas y penser? Mathieu ne répondit pas. Il n'avait pas de réponse. Certaines pensées revenaient inlassablement, quoi qu'on fasse pour les chasser. Il le savait mieux que quiconque. Les jours suivants furent un tourbillon juridique et émotionnel. Vincent Marchand, depuis son lit d'hôpital, tenta d'abord de minimiser la situation. Ses avocats préparèrent une défense basée sur un accident malheureux, une erreur de jugement isolée. Mais les faits étaient accablants. Taux d'alcoolémie élevé, excès de vitesse, enfant mineur en danger. Le parquet ouvrit une enquête pour mise en danger de la vie d'autrui. Les services sociaux se saisirent immédiatement du dossier. Amélie reçut un appel de la juge aux affaires familiales, Madame Lefebvre, celle-là même qui avait rendu le jugement de garde partagé. La magistrate demandait une audience d'urgence pour réévaluer la situation. Le ton était neutre, professionnel, mais Amélie y décela quelque chose qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, de la sympathie. L'audience eut lieu une semaine plus tard. Cette fois, Vincent n'était pas présent. Il était encore hospitalisé, souffrant de multiples fractures et d'une commotion cérébrale. Son avocate, Maître Durand, tenta de plaider pour le maintien de la garde partagée, arguant qu'un accident ne devait pas remettre en cause les capacités parentales globales. Mais sa voix manquait de conviction. Elle savait que la partie était perdue. Maître Renard, l'avocate d'Amélie, présenta méthodiquement les éléments. Conduite en état d'ébriété avec une enfant mineure, traumatisme psychologique de Léa, qui refusait désormais de voir son père, témoignage d'un psychologue confirmant l'état de stress post-traumatique de l'enfant. Elle demanda la garde complète pour Amélie, avec un droit de visite encadré pour le père, conditionné à un suivi psychologique et à l'abstinence d'alcool vérifiée. La juge Lefebvre écouta attentivement. Puis elle se tourna vers Amélie. « Madame Bernon, quelle est votre position concernant les droits du père ?» Amélie se leva. Elle avait longuement réfléchi à cette question. La part d'elle qui était blessée, en colère, voulait punir Vincent, l'exclure totalement. Mais il y avait aussi Léa. Léa qui, malgré tout, aimait son père à sa manière. Léa qui ne comprendrait peut-être jamais pourquoi on l'empêchait de le voir.
« Je ne veux pas priver ma fille de son père, dit-elle lentement. Mais je ne peux pas accepter qu'elle soit mise en danger. Si Monsieur Marchand accepte un suivi, s'il démontre qu'il peut offrir un environnement sécurisé, je ne m'oppose pas à ce qu'il voie Léa, mais sous surveillance, et seulement quand elle sera prête. » La juge hocha la tête, prit des notes. La décision fut rendue séance tenante. Garde complète accordée à la mère. Droit de visite médiatisé pour le père, une fois par mois, après évaluation psychologique et sous réserve de présentation d'un certificat médical attestant de l'absence d'alcool dans le sang. Amélie sortit du tribunal dans un état second. Elle avait gagné, définitivement. Léa était à elle. Mais cette victoire avait un goût amer, construit sur les décombres d'un accident qui aurait pu être tragique. Mathieu l'attendait à la sortie, adossé à un arbre dépouillé de ses feuilles. Il ne dit rien. Il ouvrit simplement ses bras. Amélie s'y réfugia et pleura. Pas de joie, pas de soulagement, juste de l'épuisement. L'épuisement d'une guerre qui avait duré trop longtemps. Mars apporta avec lui les premiers signes du printemps. Les marronniers du Luxembourg commençaient à bourgeonner. Les terrasses des cafés se remplissaient à nouveau de Parisiens affamés de soleil. Léa retournait progressivement à l'école, accompagnée chaque matin par sa mère. Les cauchemars diminuaient en fréquence. Elle parlait à nouveau de licornes et de châteaux. La vie reprenait, lentement, douloureusement, mais elle reprenait. Amélie et Mathieu continuaient de travailler ensemble, avec la même efficacité professionnelle. Mais quelque chose avait changé entre eux. Une frontière invisible s'était légèrement déplacée. Ils partageaient maintenant des déjeuners occasionnels, parlaient de leurs enfants, de leurs regrets, de leurs espoirs. Mathieu racontait ses progrès timides avec Chloé, une exposition visitée ensemble, un dîner où ils avaient ri pour la première fois depuis des années. Amélie décrivait les petites victoires quotidiennes avec Léa, un sourire retrouvé, un dessin coloré après des semaines de crayons noirs et gris. Un samedi après-midi d'avril, Mathieu reçut un appel d'Amélie. Sa voix était étrange, voilée. « Mathieu, vous pourriez venir chez moi ? J'ai besoin de parler à quelqu'un. » Il arriva 1 heure plus tard. Le studio était lumineux, décoré avec les moyens du bord. Des dessins de Léa accrochés au mur, des coussins colorés sur le canapé, une petite bibliothèque remplie de livres d'enfants. Léa jouait dans un coin avec ses poupées, absorbée dans un monde imaginaire. Amélie était assise à la petite table de la cuisine, une lettre posée devant elle. Elle la tendit à Mathieu sans un mot. C'était une lettre de Vincent, écrite de sa main, depuis l'hôpital. Pas de menaces, pas de récriminations, juste des excuses maladroites, tardives, mais qui semblaient sincères. Il reconnaissait avoir perdu le contrôle de sa vie. Il admettait avoir été un mauvais mari, avoir manipulé Amélie, avoir utilisé Léa comme un trophée dans leur guerre personnelle. Il disait comprendre maintenant qu'il avait failli tuer sa propre fille par égoïsme et arrogance. Il demandait pardon, pas pour récupérer quoi que ce soit. Juste pour pouvoir, peut-être un jour, regarder sa fille dans les yeux sans mourir de honte. Mathieu relut la lettre 2 fois, puis la reposa délicatement sur la table. « Qu'allez-vous faire ?»« Je ne sais pas. » Amélie fixait ses mains jointes. « Une part de moi veut déchirer cette lettre et ne jamais y penser. Une autre part se dit que tout le monde mérite une seconde chance. Vous m'en avez donné une. Si je refuse à Vincent la possibilité de se racheter, est-ce que je ne deviens pas comme lui? Ce n'est pas la même chose. Vous n'avez jamais mis Léa en danger. Non, mais j'ai aussi mes fautes. J'ai été faible. J'ai laissé Vincent me contrôler pendant des années. Je ne me suis pas battu assez tôt. » Mathieu secoua la tête avec force. « Ne faites pas ça. Ne vous culpabilisez pas pour les actions d'un manipulateur. La faiblesse n'est pas une faute. La manipulation, elle, en est une. » Amélie le regarda longuement. Ses yeux étaient remplis de larmes non versées. « Que feriez-vous à ma place ?» Mathieu réfléchit. Que ferait-il? Il pensa à toutes les personnes qu'il avait blessées dans sa vie. À Isabelle, son ex-femme, qu'il avait négligée jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus supporter le vide. À Chloé,
qu'il avait privé de présence paternelle pendant des années cruciales. Si eux lui refusaient une seconde chance, pourrait-il le leur reprocher? Non. Mais Chloé la lui avait donnée, et cela changeait tout. Je pense, dit-il lentement, que la question n'est pas de savoir si Vincent mérite le pardon. La question est de savoir ce qui est le mieux pour Léa. Si un jour elle veut revoir son père, si elle a besoin de cette relation pour guérir, alors vous devrez accepter. Mais pas maintenant, pas tant qu'elle est encore traumatisée. Gardez cette lettre. Peut-être qu'un jour, dans plusieurs mois, plusieurs années, vous la relirez et vous saurez quoi faire. Amélie hocha lentement la tête. Elle plia la lettre, la rangea dans un tiroir. Vous êtes quelqu'un de bien, Mathieu Delvaux. Il eut un rire amer. Ça, c'est discutable, mais j'essaie de le devenir, grâce à vous. Grâce à moi? Vous m'avez rappelé ce que j'avais oublié, que l'argent ne résout rien si le cœur reste fermé, que la vraie richesse n'est pas dans un compte en banque, mais dans ses moments. Il désigna Léa, toujours absorbée par son jeu, dans la capacité à être présent pour quelqu'un qui a besoin de nous. Ils restèrent silencieux un moment, écoutant la voix de Léa qui parlait à ses poupées, inventant des histoires de princesses et de dragons. Puis Mathieu se leva. « Je devrais y aller. Chloé m'attend pour dîner. Embrassez-la de ma part. Je le ferai. » Le printemps céda la place à l'été. Paris se vida progressivement de ses habitants, partis vers les côtes bretonnes ou méditerranéennes. Amélie prit 2 semaines de congé en juillet, emmenant Léa en Normandie dans une petite maison qu'elle avait louée grâce à ses économies. C'était la première fois depuis plus d'1 an qu'elle pouvait se permettre de vraies vacances. Elles passèrent leurs journées sur la plage, construisant des châteaux de sable, cherchant des coquillages, mangeant des glaces qui fondaient au soleil. Léa riait à nouveau. Un rire clair, cristallin, qui effaçait progressivement les ombres de l'accident. Mathieu, lui, partit 3 semaines en août. Pas vers une destination exotique ou luxueuse. Il loua une petite maison dans le Luberon avec Chloé. Ils marchèrent dans les champs de lavande, visitèrent des marchés provençaux, cuisinèrent ensemble des plats simples. Ils parlèrent, vraiment parlèrent, de tout ce qui avait été tu pendant des années. Chloé évoqua sa solitude d'adolescente, ses tentatives désespérées pour attirer l'attention de son père occupé. Mathieu reconnut avoir été absent, avoir priorisé le succès professionnel au détriment de tout le reste. Il ne chercha pas à se justifier. Il écouta, simplement. Un soir, alors qu'il dînait sur la terrasse de la maison, observant le soleil descendre lentement derrière les collines, Chloé demanda « Papa, cette femme dont tu m'as parlé, Amélie, tu l'aimes ?» Mathieu faillit s'étouffer avec son vin. Il reposa son verre, réfléchit. « C'est compliqué. L'amour l'est toujours. Ce n'est pas une relation romantique. C'est autre chose. Du respect, de l'admiration. Une connexion qui va au-delà de ça. Tu sais que tu peux être heureux, papa? Tu en as le droit. » Mathieu regarda sa fille. Quand était-elle devenue si sage? Quand avait-elle cessé d'être la petite fille qu'il portait sur ses épaules pour devenir cette jeune femme lucide et bienveillante? Je ne sais pas si le bonheur est fait pour moi. Bien sûr qu'il l'est. Tu as juste pris le mauvais chemin pendant longtemps. Mais tu es sur le bon, maintenant. Ces mots résonnèrent dans l'esprit de Mathieu longtemps après la fin des vacances. Septembre arriva avec ses ciels changeants. La rentrée des classes. Léa entra en CE2, un cartable neuf sur le dos, excitée de retrouver ses camarades. Amélie l'accompagna le premier jour, attendit devant la grille comme toutes les autres mères, échangeant des banalités avec des femmes qu'elle ne connaissait pas. Mais elle était là, présente, visible. Elle existait à nouveau comme mère, et cette simple réalité lui donnait une force qu'elle n'avait jamais connue. Chez DFT, l'entreprise continuait de croître. Le bureau de Francfort était opérationnel. Mathieu déléguait de plus en plus, formait ses cadres à prendre des décisions autonomes. Il quittait maintenant le bureau à 18 heures la plupart des soirs. Une révolution pour quelqu'un qui, 2 ans plus tôt, ne connaissait que les horaires de 20 heures. Un mardi soir d'octobre, alors qu'Amélie rangeait son bureau avant de partir, Mathieu l'appela dans son bureau. « Asseyez-vous.
j'ai quelque chose à vous dire. » Elle s'assit, intriguée par le ton solennel. « Le conseil d'administration a voté ce matin. Nous créons un nouveau département, responsabilité sociale de l'entreprise. Un vrai département avec un budget conséquent. Aide au logement pour les employés en difficulté. Partenariat avec des associations qui luttent contre la précarité. Bourse d'études pour les enfants de familles monoparentales. » Il marqua une pause. « Je voudrais que vous dirigiez ce département. » Amélie le regarda, bouche bée. « Moi? Mais je ne suis qu'assistante de direction. Je n'ai aucune expérience en gestion de département. » Vous avez mieux que de l'expérience. Vous avez vécu ce que nous voulons combattre. Vous connaissez la réalité de la précarité. Pas à travers des rapports statistiques, mais dans votre chair. C'est cette connaissance que je veux. Mathieu. C'était la première fois qu'elle l'appelait par son prénom au bureau. Pourquoi faites-vous ça? Parce que vous m'avez changé. Parce que cette entreprise que j'ai construite sur des chiffres et de la rentabilité doit servir à quelque chose de plus grand. Parce que si nous ne changeons pas le monde à notre échelle, personne ne le fera pour nous. Amélie sentit les larmes monter. Pas de tristesse cette fois, de gratitude, d'émerveillement devant l'improbabilité de son parcours. Il y a 1 an, elle dormait sur un canapé de salle de pause, terrifiée d'être découverte. Aujourd'hui, on lui proposait de diriger un département entier. « J'accepte », dit-elle simplement. Mathieu sourit. Un vrai sourire, pas un de ces rictus polis qu'il arborait autrefois. « Bien, vous commencez le mois prochain. Je vous laisse recruter votre équipe. » Noël approchait. Paris se parait de lumières scintillantes. Les Champs-Élysées brillaient de 1000 guirlandes. Les vitrines des grands magasins rivalisaient de créativité. Mathieu et Chloé avaient pris l'habitude de dîner ensemble tous les vendredis soirs. Ils ne parlaient plus seulement du passé, mais aussi de l'avenir. Chloé lui présentait ses projets photographiques. Mathieu découvrait un monde qu'il avait toujours ignoré. L'art, la créativité, la beauté qui ne se mesure pas en euros. Le 24 décembre au soir, Mathieu organisa un réveillon chez lui. Un petit appartement qu'il avait acheté dans le Marais après le divorce, rarement habité, souvent vide. Cette fois, il avait décoré, un sapin, des guirlandes, même une crèche trouvée dans un marché de Noël. Il avait invité Chloé, et, après de longues hésitations, il avait invité Amélie et Léa. Elles arrivèrent à 19h. Léa portait une robe rouge à pois blancs, ses cheveux retenus par un bandeau assorti. Elle regardait partout avec des yeux émerveillés. Amélie avait mis une robe bleue simple mais élégante. Elle semblait nerveuse. « Vous êtes sûre que ça ne dérange pas? On peut rentrer si… » « Amélie, vous êtes la bienvenue. Vous faites partie de… » Il chercha les mots justes. « Vous faites partie des personnes importantes dans ma vie. » Chloé accueillit Léa avec une gentillesse spontanée, lui montrant les décorations, lui proposant de l'aider à dresser la table. Les 2 enfants, car à 23 ans, Chloé avait gardé une part d'enfance que son père redécouvrait, s'entendirent immédiatement. Amélie et Mathieu observaient la scène depuis le canapé, un verre de champagne à la main. « Vous avez fait quelque chose de bien avec elle », dit Amélie en désignant Chloé. « Non, j'ai échoué avec elle. Elle s'est construite malgré moi. Mais je répare, lentement. C'est tout ce qu'on peut faire, non? Réparer, reconstruire. » Le dîner fut simple. Pas de plats sophistiqués, pas de service en porcelaine. Une dinde rôtie, une purée de marron, une salade. Des choses réconfortantes, familiales. Ils rirent. Beaucoup. Chloé raconta des anecdotes embarrassantes sur son père. Léa décrivit avec force détail son dernier dessin de licorne. Mathieu écouta, participa, se sentit vivant d'une manière qu'il n'avait pas connue depuis des décennies. Après le repas, alors que Léa s'était endormie sur le canapé et que Chloé rangeait la cuisine, Amélie et Mathieu se retrouvèrent sur le balcon. Paris scintillait à leurs pieds. La tour Eiffel brillait de ses feux dorés. L'air était glacial, mais revigorant. « Merci », dit Amélie doucement. « Pourquoi ? Pour tout. Pour m'avoir vu quand j'étais invisible. Pour m'avoir tendu la main quand j'étais au fond du gouffre. Pour avoir cru en moi alors que plus personne ne le faisait.
C'est vous qui m'avez sauvé, Amélie. Pas l'inverse. J'étais mort à l'intérieur. Vous m'avez rappelé ce que c'était que d'être humain. » Ils se regardèrent. Quelque chose passa entre eux. Pas de l'amour romantique. Quelque chose de plus rare, de plus précieux. Une reconnaissance mutuelle. Une gratitude infinie pour l'impact qu'ils avaient eu l'un sur l'autre. « Qu'allons-nous devenir ?» demanda Amélie. « Je ne sais pas, mais pour la première fois de ma vie, ça ne me fait pas peur de ne pas savoir. » Les mois passèrent. Le nouveau département qu'Amélie dirigeait commença à porter ses fruits. 15 employés bénéficièrent d'une aide au logement la première année. 3 bourses d'études furent accordées à des enfants de familles monoparentales. DFT signa des partenariats avec 4 associations de lutte contre la précarité. L'initiative fit la une de plusieurs journaux économiques, présentant Delvaux Financial Technologies comme un exemple de capitalisme responsable. Mathieu n'en tira aucune fierté personnelle. Il savait que ce n'était qu'une goutte d'eau dans l'océan de la misère sociale, mais c'était une goutte d'eau qui comptait pour les 15 personnes aidées, pour leurs familles, pour leurs enfants. Vincent Marchand sortit de l'hôpital en mars. Il entama un suivi psychologique, arrêta complètement l'alcool. Il demanda à voir Léa. Amélie, après de longues discussions avec sa fille et avec un psychologue spécialisé, accepta une première visite médiatisée. Léa revint de cette rencontre silencieuse, pensive. Elle ne voulait pas en parler. Amélie respecta son silence. Il y aurait d'autres visites, ou pas. Léa déciderait. Pour l'instant, elle avait besoin de temps. Et Amélie avait appris que certaines choses ne se forcent pas. Chloé présenta son exposition « Invisible » en juin. Les portraits de femmes SDF qu'elle avait photographiées pendant des mois. Mathieu vint au vernissage. Il observa longuement chaque photo. Ces visages de femmes ordinaires que la vie avait brisés. Il pensa à Amélie, à toutes les Amélies du monde, à toutes ces femmes invisibles qui se battaient en silence. L'une des photos montrait une femme d'une trentaine d'années, assise sur un banc de métro, tenant contre elle un sac usé. Son visage était tourné vers la caméra, mais ses yeux regardaient ailleurs, perdus dans un monde intérieur. La ressemblance avec Amélie était troublante, pas physique mais dans l'expression, cette dignité farouche mêlée à une fatigue infinie. « Elle s'appelle Marie », dit Chloé en s'approchant de son père. « Elle a perdu son emploi après un burn-out, puis son logement, puis la garde de son fils. Elle dort dans le métro depuis 8 mois. Mais elle se bat pour récupérer son enfant. » Mathieu sentit sa gorge se serrer. « Tu as son contact ?» Chloé le regarda surprise. « Oui. Pourquoi ?»« DFT recrute. Dis-lui de m'envoyer son CV. » Chloé sourit. Elle embrassa son père sur la joue. « Je suis fière de toi, papa. » Ces mots simples résonnèrent dans le cœur de Mathieu avec une force dévastatrice. Fière. Sa fille était fière de lui. Après toutes ces années d'échecs, de distance, de regrets, elle était fière. 2 ans après leur première rencontre, un soir de novembre, Mathieu et Amélie se retrouvèrent à nouveau dans le bureau désert de DFT. 22 heures. Mais cette fois, Amélie ne dormait plus là. Elle avait un appartement, une vie, sa fille, un travail qui avait du sens. Ils étaient venus récupérer des dossiers oubliés, par hasard, au même moment. Ils se croisèrent dans le couloir, éclatèrent de rire devant la coïncidence. « Vous vous souvenez ?» demanda Amélie en désignant la salle de pause. « Tous les jours. Je ne peux pas croire que c'était il y a seulement 2 ans. J'ai l'impression que c'était une autre vie. » C'en était une. Ils entrèrent dans la salle de pause. Le même canapé défoncé, les mêmes distributeurs automatiques, mais tout avait changé. Amélie ne s'allongeait plus là par nécessité. Elle s'y assit par nostalgie. « Sans vous, je serais encore là. Ou pire. Sans vous, je serais toujours cette coquille vide qui se prenait pour un homme d'affaires accompli. » Amélie sortit son téléphone, montra une photo récente. Léa, 9 ans maintenant, souriant largement, tenant un diplôme de natation. « Elle veut devenir championne olympique maintenant. Plus de princesse, plus de vétérinaire. Les enfants changent d'avis tous les mois. Je sais, mais c'est beau de les voir rêver. » Mathieu hocha la tête. «
Il pensa à Chloé, à ses rêves photographiques qui devenaient réalité, à toutes ces années où il n'avait pas été là pour la voir grandir. Mais il était là maintenant, et c'était tout ce qui comptait. « Amélie, dit-il soudain, merci pour tout, pour m'avoir permis de devenir quelqu'un de meilleur. Merci à vous, pour m'avoir vu quand j'étais invisible. » Ils restèrent silencieux un long moment. Puis Amélie se leva et pousseta sa jupe. « Je devrais rentrer. Léa m'attend. Nous regardons un film ensemble ce soir. Passez une bonne soirée. Vous aussi, Mathieu. » Elle partit. Mathieu resta seul dans la salle de pause. Il éteignit les lumières, ferma la porte. En traversant l'open space désert, il s'arrêta devant la grande baie vitrée. Paris s'étendait à perte de vue, océan de lumière scintillante. Quelque part là-dehors, des millions de vies se déroulaient, des drames, des joies, des renaissances. Il pensa à cette nuit où il avait découvert Amélie dormant sur ce canapé, à son choc initial, à sa décision d'agir, une décision qui avait changé 2 vies, peut-être plus. Mathieu sortit son téléphone, composa un numéro. « Chloé, c'est papa. Je sais qu'il est tard, mais je voulais juste te dire que je t'aime et que je suis fier de toi. » Un silence au bout du fil, puis la voix de sa fille, douce et surprise. « Je t'aime aussi, papa. » Il raccrocha, sourit. Pour la première fois depuis peut-être 20 ans, Mathieu Delvaux se sentait en paix, pas heureux de manière éclatante, pas euphorique, juste, en paix, avec ses erreurs passées, avec l'homme qu'il était devenu, avec l'avenir incertain qui s'ouvrait devant lui. Il quitta le bureau, éteignit les lumières une dernière fois. Dehors, Paris continuait de vivre, indifférente aux petites révolutions intérieures de ses habitants. Mais pour Mathieu, pour Amélie, pour Chloé, pour Léa, tout avait changé. Parfois, pensa Mathieu en marchant vers sa voiture, parfois il suffit d'une personne qui voit vraiment, une personne qui tend la main, une personne qui refuse de détourner le regard. Et tout devient possible. Les caméras de sécurité de DFT continuaient de tourner, enregistrant des couloirs vides, des bureaux déserts. Mais elles ne captaient pas l'essentiel. Elles ne captaient pas les transformations silencieuses, les rédemptions discrètes, les vies reconstruites pierre par pierre. L'histoire d'Amélie et Mathieu n'était pas un conte de fées. Il n'y avait pas de fin parfaitement heureuse. Juste 2 personnes abîmées qui s'étaient rencontrées au bon moment, qui s'étaient aidées mutuellement à se relever et qui continueraient à porter leurs cicatrices tout en avançant vers quelque chose de meilleur. Et au fond, n'était-ce pas là la seule vraie victoire possible? Non pas l'absence de douleur, mais la capacité à continuer malgré elle. Non pas l'effacement du passé, mais l'acceptation de ce qu'il nous a enseigné. Mathieu démarra sa voiture, quitta le parking souterrain. Les rues de Paris défilaient derrière les vitres. Demain serait un nouveau jour, avec ses défis, ses doutes, ses petites victoires. Mais il l'affronterait différemment. Pas seul, pas fermé, vivant, enfin vivant.